Cet équipage s'apprête à monter dans la caravelle du centre d'essai en vol à Bretigny. Celle-ci est la dernière à voler en France et sert maintenant de banc d'essai pour diverses expériences. Lorsque la caravelle vole pour la première fois en 1955, elle est le fruit d'un véritable pari. Elle surprend l'industrie aéronautique mondiale et suscite beaucoup d'éloges. La France d'alors, peu préparée à affronter les réalités d'un marché international extrêmement concurrentiel, aura du mal à transformer l'essai en véritable réussite financière. Mais l'expérience retirée de l'aventure débouchera sur l'extraordinaire épopée technologique du Concorde et plus tard sur l'incontestable réussite industrielle et commerciale d'Airbus. Une réussite qui ferait presque oublier dans quel état la guerre avait laissé l'industrie aéronautique française. Elle a été bombardée, démantelée. Il a fallu tout reconstruire. Certes, les optimistes escomptent une véritable explosion des transports aériens à la faveur de la reprise des échanges. Mais la France est en très mauvaise posture à la fin des années 40, et se lancer dans la course représente un effort qui paraît hors d'atteinte. D'autant plus que les Britanniques n'ont eu besoin, eux, que de reconvertir leur industrie de guerre et que les Américains sont au fait de leur puissance. Pourtant, l'aéronautique française relève le gant. Pour relancer la production, on ressort des projets d'avant-guerre et les gouvernements de l'époque soutiennent les industriels en passant des commandes. Mais les recherches inlassables menées durant la guerre par les Allemands, les Britanniques et les Américains ont fait faire à la technologie un bond considérable. Et avec seulement leurs acquis d'avant-guerre, les Français font plutôt figure de laisser pour compte du monde de l'aviation. Le défi n'en est que plus énorme. Léopold Galli, un des premiers pilotes d'essai de la Caravelle, se souvient du chemin parcouru. J'arrive à l'école de pilotage à Rochefort, en 1927. Le moniteur nous a fait faire un tour. Nous sommes montés à bord, on a fait un tour, et puis les courageux, ils faisaient 2 tours. Ils se demandaient à faire un deuxième tour. Bon. Mais on a trouvé ça tout normal. C'est curieux, on était chez soi. Et je vous assure, on n'avait jamais vu d'avion, jamais. On n'avait jamais vu d'avion près. L'objectif est donc simple, rattraper quelques années en quelques mois. Alors tout le monde s'y met. On voit ici une étrange combinaison d'appareils. Un quadrimoteur Languedoc modifié pour porter sur son dos un prototype d'avion Leduc. Première commande d'avion de transport d'après-guerre, le Languedoc n'est en fait que le bloc 161 dont les plans datent d'avant 1940. On en construit une centaine à partir de 1945. L'Armagnac, en revanche, est de conception plus récente. Dessiné pendant la guerre par la SNKZE, il sort dès la fin des années 40. Mais bien que parfaitement comparable aux appareils étrangers, il ne sera produit qu'à 8 exemplaires. Ici, ce modèle a été modifié par le constructeur de moteurs Snecma pour essayer des réacteurs Attar. Quant au Breguet de Pont, sa conception originale lui permet d'emporter des voitures en plus des passagers. Le seul problème de ces machines, ce sont les moteurs à piston, rares et peu fiables à l'époque. Les Américains protègent jalousement leur monopole dans ce domaine stratégique s'il en est. Et ces avions français de qualité en subissent les conséquences. À tel point qu'Air France, pour garder son rang international, doit acheter des avions américains. La construction aéronautique française ne fait pas encore le poids, contrairement à l'industrie britannique qui bénéficie d'un important potentiel de production. Les Anglais ont été les premiers, dès 1943, à jeter les bases d'une nouvelle aviation civile. Le comité Brabazon a poussé les constructeurs à développer des machines de transport et en premier lieu un avion gigantesque pour la ligne transatlantique. Le Bristol Brabazon est doté de 8 moteurs noyés dans la voilure. Son fuselage est pressurisé pour profiter du vol à haute altitude.
Les Britanniques produisent aussi de nombreux avions à hélices, plus ou moins dérivés des avions militaires, et bénéficient bien sûr de tout le marché du Commonwealth. Le de Havilland Heron, par exemple, un petit appareil de liaison qui peut embarquer 12 passagers. Ou encore le Handley Page Herald, avion moyen courrier vendu dans de nombreux pays au début des années 50. Les Anglais profitent aussi de leur avance dans le domaine des turbopropulseurs pour développer des machines comme le Vickers Viscount, qui fera une grande carrière dans les années 50-60, ainsi que le Bristol Britannia, qui fera office de long courrier pour les compagnies anglaises. Et enfin, le comité Brabazon encourage le lancement d'un avion révolutionnaire. Le premier appareil de transport commercial à réaction, le de Havilland Comet, qui vole dès 1949. Premier jet civil, il comporte 4 réacteurs noyés dans les emplantures d'ailes. Mais le boom escompté n'a pas lieu. L'explosion du transport de voyageurs prévue pour les années 50 se fait désespérément attendre. L'Europe est encore trop pauvre. Et puis la guerre a inondé le monde d'un surplus d'avions militaires de transport. Des milliers de machines utilisées autrefois pour déplacer des troupes et du matériel sont disponibles à bas prix. Le DC-3, la bête de somme des forces américaines, convient parfaitement aux distances courtes. Une simple reconversion a suffi pour en faire un avion de transport de passagers, sa fonction d'origine. Le DC-4, suivi par le DC-6 et le DC-7, remporte très vite un succès important auprès des compagnies aériennes du monde entier. Pour l'instant, les constructeurs américains n'ont pas l'intention de développer de nouvelles technologies. Ils veulent d'abord rentabiliser leurs acquis, d'autant plus que l'industrie américaine peut également s'appuyer sur le savoir-faire développé pour la fabrication des bombardiers stratégiques. Le passage au long courrier pressurisé ne pose guère de problème. En utilisant des éléments de son bombardier B-29, Boeing s'offre ainsi le quadrimoteur pressurisé Stratocruiser, capable de traverser l'Atlantique. De son côté, Lockheed produit le Constellation, puis le Super Constellation, conçu pour la TWA au début des années 40, mais vite reconverti à l'usage militaire après Pearl Harbor. En France, les services du ministère de l'Air commencent à se dire que pour faire survivre la branche aéronautique, il faudra sans doute impérativement sauter une étape. Mais parallèlement, ils poussent au développement de turboréacteurs. On voit ici un prototype SO-30 Bretagne, reconverti en avion à réaction, le premier appareil civil à réaction français, qui va servir à la mise au point des moteurs au début des années 50. Les avions à hélice règnent encore en maître, mais leur déclin est déjà irrémédiablement scellé. Et les constructeurs américains sont aux avant-postes pour la génération suivante, celle des avions à réaction. Boeing, fort du développement des bombardiers stratégiques comme le B-47, prépare déjà ce qui sera le premier jet long courrier, le Boeing 707. L'appareil vole dès 1954. Cela ne décourage nullement la firme Martin, qui expérimente elle aussi un étrange prototype de bombardier, le XB-51, lequel préfigure d'une certaine manière la Caravelle. Ces moteurs sont montés dans des nacelles externes sur le fuselage. Le troisième moteur est dans la queue, avec une entrée d'air à la base de la dérive. Des caractéristiques qu'on retrouvera sur le projet Caravelle, avec toutefois une configuration différente. Devant les essais prometteurs des réacteurs Attard de la SNECMA, les pouvoirs publics français poussent donc les constructeurs, dès octobre 1951, à étudier directement un moyen courrier à réaction en sautant l'étape du turbopropulseur. À l'époque, cela ressemble fort à un pari insensé. Les constructeurs, enthousiastes,
ont déjà chacun plusieurs projets dans leur carton et débordent d'imagination. Les ingénieurs français ne sont pas en retard. Toutes sortes de formes sont suggérées, de l'aile volante Delta aux machines équipées de faisceaux de réacteurs de faible puissance. SN-Case, SN-Caso, Nord, de même que Breguet, Dassault et Hurel-Dubois proposent tous des solutions différentes. Le projet de la SN-Caso préfigure largement les futurs Boeing 737 et les Airbus. Mais il faut choisir. Finalement, en janvier 1952, les services de l'aviation civile s'accordent sur le projet X-210 proposé par la SN-Case. Ce projet est extrêmement osé pour l'époque. Il témoigne d'une farouche volonté de la part des pouvoirs publics de rehausser le prestige national et en même temps de la prescience des ingénieurs français. Mais les constructeurs auront-ils la capacité de le mener à bien? La machine comporte une voilure en flèche légère, une première pour un avion de ce type en Europe. Les moteurs sont montés dans des nacelles à l'arrière. Sur le projet d'origine, il s'agissait de 3 moteurs Attar. Une solution révolutionnaire, permettant une aile plus pure, d'une meilleure efficacité et réduisant les risques d'ingestion de pierres pour les moteurs. Moins de danger en cas d'incendie et surtout, pour les passagers, un niveau sonore beaucoup plus confortable. La construction de la Caravelle démarre à Toulouse dans ces bâtiments. Les techniques de fabrication, bien que modernes pour l'époque, exigent encore une main-d'œuvre nombreuse. Alors nous sommes ici dans le hangar 36, on appelait ça le hangar 36A. En fait, c'est le hangar de Boitine. C'est là, à l'origine, où se fabriquaient les différents éléments de Caravelle. C'était là où s'effectuait l'assemblage des parties, des modules du fuselage. Et donc, on utilisait le rivetage avec des marteaux pneumatiques. Et cet endroit était bruyant comme ce n'est pas possible. Maintenant, évidemment, les méthodes de fabrication ont changé. Et c'est évidemment tout à fait différent. Mais à l'époque, vous aviez ici les différentes parties du fuselage de Caravelle qui prenaient peu à peu forme. Et vous aviez aussi en dernière étape l'assemblage de la voilure. Mais cet endroit-là était extrêmement bruyant. Et en fait, c'est un endroit un peu mystique du fait que depuis l'origine, Caravelle a été conçu en fait dans ce premier hangar. À cette époque, les Français sont loin d'être des nouveaux venus dans l'industrie aéronautique. Faisant feu de tout bois, ils décident, pour gagner du temps, d'utiliser des technologies déjà disponibles en Angleterre et signent un accord avec le constructeur du Comet de Havilland pour utiliser toute la partie avant de la machine anglaise. Le cône avant de la Caravelle sera ainsi identique à celui du Comet. Puis, au lieu d'attendre la disponibilité des moteurs Attar de la Snecma, ils décident d'utiliser d'emblée le moteur Rolls-Royce Avon, plus puissant et surtout disponible, ce qui leur permet de réduire à 2 au lieu de 3 les réacteurs de la Caravelle. Ils abandonnent ainsi une configuration qui fera plus tard le bonheur du Boeing 727. La Caravelle est un avion totalement nouveau qui oblige la SN-Case à Toulouse, devenue aujourd'hui aérospatiale, à développer de nouvelles technologies et de nouvelles méthodes de production. La fabrication de l'avion est répartie entre plusieurs constructeurs et l'assemblage final a lieu à Toulouse. Pour une première expérience, le développement de l'avion s'effectue sans gros problème. Il comporte des éléments très spécifiques. La forme des hublots augmente la visibilité des passagers sans poser de problème de pressurisation. Et l'avion est équipé de servocommandes hydrauliques, une sorte de direction assistée qui facilite le pilotage. La Caravelle est quand même un avion, c'est un des premiers avions civils qui a eu des servocommandes de gouverne. Même les premiers 707 avaient encore directement la commande gouverne tirée par les commandes et avec des petits Flettner, des compensateurs. Celui-ci est un avion avec des servocommandes. Et ça devient important pour la bonne raison que quand un avion vole haut, il vole froid. Et quand il vole pendant des heures, les câbles se contractent. Quand il fait chaud, il se dilate. On a beau avoir des rattrapages de jeu, etc. C'est, par exemple, sur un avion comme Concorde, c'est pas possible. Qui se trouve avec des 120 degrés de température de peau pendant 2 heures, c'est pas possible, il s'allonge. Donc il se rétracte brutalement quand il redescend. Donc, on était obligé de... Mais alors là, on avait même fait le pas inverse, c'est que c'était des fils électriques qui commandaient, alors que là, ce sont quand même encore des
ce sont quand même encore des câbles d'acier qui vont commander, mais des servocommandes. Puisqu'il n'y a plus d'hélice à pas inversible pour ralentir l'avion à l'atterrissage, on l'équipe d'un parachute. On a même prévu un escalier intégré à l'arrière, solution élégante et confortable pour l'embarquement des passagers. La fabrication est de haute qualité, mais reste fortement empreinte des méthodes artisanales caractéristiques des premiers temps de l'aviation. L'outillage est très moderne, mais tout le travail et l'assemblage se font selon des techniques traditionnelles. Les compagnons sont fiers de participer à l'aventure. À Toulouse, le moral est au plus haut durant ces années 50. La Caravelle effectue son premier vol le soir du 27 mai 1955. Aux commandes, André Moinet. Pierre Nadeau est assis à ses côtés et le mécanicien Jean Avril occupe la place arrière. Le vol s'effectue sans problème. Très vite, Léopold Galli va lui aussi participer en tant que pilote aux essais en vol et au développement de l'appareil. On était un peu préparés. Mais il faut dire que le jour du premier vol, je me suis senti tout de suite à mon aise. Je n'ai pas été... Et puis alors, ce que j'ai trouvé, surtout, c'est le silence. On était dans cet avion, on n'entendait pas les moteurs. On n'entendait rien. Les moteurs étaient loin derrière. Et ça, c'était une qualité. Une qualité énorme. Et on se fiait au compte-tours. Ça paraît extraordinaire, hein? Parce que ça, vous savez, on est loin des moteurs là, hein? On les entendait, mais très peu. Mais tout n'est pas toujours facile dans le développement d'un nouveau type d'appareil. Parfois, il y a des erreurs humaines, comme le jour où Léopold Galli a par inadvertance coupé le mauvais moteur. Cette anecdote, j'en ai eu une fois, le moteur, on faisait l'atterrissage avec un moteur. Et on remettait les gaz, ensuite on repartait pour le faire. Et le jour où on a coupé le moteur qui restait, j'ai eu l'émotion. Et je l'ai vu de suite. J'ai pu remettre les gaz, et il est reparti. Ça, c'était la catastrophe, on cassait tout, hein. C'était fini. On l'avait coupé, mais il était sur le lancer encore, il tournait. On a remis l'autre moteur et on est rentré. Parfois aussi, il faut inventer de nouvelles procédures de vol, adaptées à la complexité croissante des machines. Tout est nouveau et les démonstrations doivent s'effectuer en réel. Les simulateurs de vol ne sont pas encore au point. Des démonstrations où parfois l'estomac se serre, même si Hubert Guyonnet s'en défend. Sans angoisse, non, pourquoi non? On a l'habitude de temps en temps, effectivement, surtout quand on faisait, parce que pour faire la démonstration, parce que c'est bien joli, si on prend un système complexe comme un triplex ou un quadruplex, automatiquement il prend la place de l'autre. C'est instantané. Dans un avion avec un système simple, single comme celui-ci, il faut que le pilote reprenne en main. Donc il faut le démontrer. C'est-à-dire que quand on se trouvait à 50 pieds du sol, on envoyait un signal erroné à plein pot sur l'avion se mettant en cabriole. Il fallait que le pilote il ait le temps de le reprendre en main. Il fallait démontrer ça. Ça, c'était un petit peu... C'était le métier des navigants, ils sont payés pour ça, comment dire. 5 ans après la fin de la Seconde Guerre mondiale, la France se lance dans l'aventure civile de l'aviation en réaction. Et à la demande des services officiels du gouvernement français, la société Sudaviation se lance dans l'étude d'un biréacteur avec des réacteurs à l'arrière. Et cet appareil effectue son premier vol en 1955. Et cette année est une année charnière pour l'industrie aéronautique française, puisqu'elle connaît le premier vol de l'avion de combat Mirage, qui va faire une carrière également internationale, ainsi que de l'hélicoptère à turbine Alouette 2. Et on peut véritablement dire que 10 ans après la fin de la Seconde Guerre mondiale, l'industrie aéronautique française arrive à un niveau international. Le pari des ingénieurs français semble donc avoir payé. Dès le mois de décembre 1955, la compagnie Air France commande 12 caravelles et immédiatement, Georges Héreil, le président de Sudaviation, envoie des courriers à toutes les compagnies aériennes d'Europe. En 1956, une fois les certifications obtenues, les prototypes Caravelle effectuent une tournée européenne.
Mais les commandes ne suivent pas immédiatement. Les choses ne sont pas si simples. L'exportation est une nouvelle expérience pour les constructeurs d'avions français. En 1957, on organise une tournée commerciale en Amérique. 50 000 km en 69 jours. D'abord, l'Amérique du Sud. La Caravelle, après un passage par l'Afrique, fait escale au Brésil, au Venezuela, en Uruguay et en Argentine. Plus tard, elle retournera d'ailleurs dans cette région du monde. D'abord, nous étions allés en Amérique du Sud. Alors, on avait travaillé en Amérique, à côté de... à Buenos Aires, quoi. Et on allait vers la Terre de Feu et tout le truc. C'est là que... Là, je serrais un peu les fesses, pas pour l'avion, mais quand on est arrivé sur des terrains, 100 km devant. Et à 100 km, on ne se posait pas. On faisait demi-tour, on rentrait. Après avoir fait 2 heures de vol. Parce que ça, l'avion, il ne supportait pas tout quand même. Hein. Il faut voir que 100 km à l'heure, ça commence à compter. Ensuite, l'Amérique du Nord. La tournée fait escale dans chaque aéroport accueillant une compagnie aérienne d'importance. On approche des années 60. C'est l'époque où l'American Way of Life s'impose comme modèle au monde entier. Les transports aériens sont en plein essor. Pourtant, à la fin des années 50, les constructeurs américains comptent encore beaucoup sur les avions à hélice. Pour preuve, le Lockheed Electra qui sort 2 ans après la Caravelle en 1957. On croit toujours que pour les distances courtes ou moyennes, le turbopropulseur est une solution préférable au jet. Sur les distances transcontinentales, le premier jet américain est une version spéciale du Boeing 707, le 720. En fait, aucun avion d'alors n'est comparable à la Caravelle. Le premier véritable client de la Caravelle, celui qui va déclencher le lancement de la production en série, est la compagnie scandinave SAS. Elle commande 6 appareils. Ce seront les premières Caravelles à desservir des lignes régulières en avril 1959 avant Air France. En effet, la première Caravelle d'Air France n'entre en service qu'en mai sur Paris-Istanbul. Elle est baptisée en grande pompe par Madame de Gaulle le 24 mars 1959. La Caravelle devient un symbole largement exploité de réussite à la française et le rythme de production atteint sa vitesse de croisière. Je suis arrivé sur Caravelle en 1959, c'était vraiment le démarrage de la série de ces avions. Et en fait, déjà pour la production, c'était quand même un phénomène important. Les constructions antérieures étaient plutôt de l'artisanat et on passait avec Caravelle au mode de production relativement intensif de l'avion. Donc Toulouse était extrêmement transformée par cet événement. Les gens travaillaient énormément, travaillaient 7 jours sur 7, 24 heures, il y avait des équipes un peu partout. Et c'était donc ce phénomène à laquelle j'ai assisté en arrivant. Air France peut afficher un coût d'exploitation de 20% inférieur à celui d'un DC-7C, sans compter les gains en vitesse par rapport à des concurrents comme le Viscount. Dès cette année 1959, la compagnie brésilienne Varig reçoit sa première Caravelle. Tous les pays s'intéressent aux moyens courriers à réaction français. L'avion évolue, il est doté de moteurs plus puissants et de nombreuses versions améliorées commencent à sortir en fonction des demandes des compagnies. Et ensuite, quand nous sommes revenus, nous sommes venus en Jordanie, ici. Et là, j'ai volé beaucoup avec le roi et tout ça. Enfin, voilà. Et il est bon, le pilote, le roi. Le roi de Jordanie, c'est pas un pilotaillon, c'est un vrai pilote. Alors, on lui apprenait, bien sûr, les petits détails, mais il était presque aussi beau que nous. Même le général de Gaulle participe à la promotion de la Caravelle. Le succès incontestablement le plus marquant
survient avec la commande de la compagnie américaine United Airlines, qui ouvre les portes du marché des États-Unis. Mais il n'est pas toujours facile d'honorer une commande lorsqu'on n'est pas préparé aux exigences du marché américain. Pour les Français, la surprise est de taille. Je suis parti tout d'abord à SAS, accompagner des avions en tant que support technique pendant une durée de 6 mois, 1 an. J'étais à Stockholm et à Copenhague. Et au retour, comme je parlais un peu l'anglais, un peu mieux l'anglais que les autres, disons, j'ai été sur la liste des gens qui ont été pressentis pour supporter United Airlines. Car la grande compagnie, l'événement, nous avions réussi à vendre 20 avions à la première compagnie mondiale, United. Et nous allions découvrir effectivement quelque chose de nouveau. Car cette compagnie vraiment travaillait, et toujours d'ailleurs, le leader dans l'aéronautique. Et nous allions apprendre vraiment comment opérer un avion sur le mode que l'on peut qualifier d'industriel. La livraison à United Airlines donne lieu à d'amples réjouissances, à l'américaine. Le succès est considérable et chez Sud Aviation, on exulte. Alors nous sommes partis en mars 60, accompagner le premier avion, et les avions étaient livrés à Chicago. Alors l'avènement d'ailleurs aux États-Unis, car même si à l'époque un jet volait, c'était le Boeing 707, mais en ce qui concerne les moyens courriers et courts courriers, les avions qui volaient à cette époque là-bas étaient des avions hélices. C'était des avions du type DC-4, DC-6, du type Martin Marietta, du type, Convair 340, 440. Donc la venue d'un jet pour le moyen courrier était spectaculaire. Nous sommes arrivés à Chicago et moi ensuite, c'était une équipe, nous étions 4 personnes et moi j'ai été dirigé sur New York. La vente d'avions à des clients de tous les pays du monde impose de nombreuses exigences. Ainsi, lorsque la compagnie SAS commande l'appareil, il s'agit de garantir un avion capable d'opérer par grand froid. La Caravelle est donc envoyée en Suède pour des essais de fonctionnement par température polaire. Donc, le plan production était quelque chose d'assez particulier. Mais pour accompagner ce plan production, il fallait supporter ces avions. Supporter ces avions, c'est-à-dire les maintenir et rapporter tout ce qui pouvait se passer durant toute leur vie. Jusqu'à maintenant, nous avions plus ou moins travaillé avec la compagnie nationale. Là, on passait au stade international. Et précisément. Dès lors qu'on s'attaquait au marché international, il fallait surmonter toutes sortes de difficultés, dont certaines n'avaient qu'un lointain rapport avec l'aéronautique. Premier obstacle, ou tout au moins première particularité, la langue. Le français était de rigueur, mais à partir du moment où nous avons commencé à vendre des avions à l'extérieur, c'est l'anglais qui primait. 1959, l'anglais, c'était pas tout à fait usité dans la région. Le toulousain, d'accord, mais l'anglais, c'était quand même très particulier. Il a fallu donc se familiariser à cette langue, et ça n'a pas été facile, certainement pas. Et puis, il ne s'agit pas seulement de vendre un bon avion dans le monde entier. Il faut ensuite standardiser toutes les pièces, et c'est une opération que le constructeur, devenu Sud Aviation en 1957, n'a encore jamais eu à effectuer. Il fallait tout organiser car l'après-vente existait avant, mais c'était aussi vraiment de l'artisanal. Et là, il fallait quand même avoir une certaine ossature, une certaine organisation, et aussi s'imprégner de tout ce qui était nouveau standard. Standard de support d'un appareil à l'extérieur. Tout d'abord, la documentation. La documentation, nous avons découvert la TASAN, les normes internationales, entre autres, comme je disais, cette norme usitée dans toutes les compagnies aériennes, et à laquelle il a fallu se familiariser. De là sortaient les grands manuels, les manuels importants du type maintenance manuelle, du type
Illustrated Parts Catalogue, l'illustre Parts Catalogue qu'on appelait ici, et qui devait effectivement donner toutes les références de l'avion. Là aussi problème, parce que ce n'était plus de l'artisanat mais de la production. Il fallait standardiser au maximum les avions, de telle manière à avoir un minimum de pièces interchangeables. Car on a toujours besoin de pièces pour faire vivre un avion. Autre surprise pour les Français, le système métrique n'est pas en vigueur dans toutes les parties du monde, en particulier aux États-Unis. L'arrivée de l'avion était spectaculaire, même pour les Américains qui, eux, avaient quand même le privilège d'être les premiers sur le plan aéronautique. La venue d'un jet européen les surprenait plutôt. En tant qu'avion, en tant que fini, en tant que standard aussi, standard métrique. Les Américains travaillaient sur le système pouce et recevaient un avion qui utilisait le métrique. Ça commençait par l'outillage. Alors là, donc, c'était quand même quelque chose de nouveau pour eux. La surprise est effectivement des deux côtés. En ce qui concerne l'avion lui-même, la qualité de l'avion, ils étaient absolument très surpris et subjugués par la qualité du fini des avions, fini des systèmes. Les câbles, les torrents de câbles peignés, que l'on dit peignés, c'est-à-dire bien ordonnancés, ça ils ne connaissaient pas. Les cheminements de tuyauterie, les nappages de tuyauterie bien structurés, bien isolés, ça ils ne connaissaient pas. Vraiment, ils ont été, comment dirais-je, ils ont été surpris de la qualité de fabrication de l'appareil. United Airlines est le premier opérateur d'un biréacteur moyen courrier dans toute l'Amérique du Nord. Et la compagnie tient à en exploiter toutes les retombées. Sur le plan opérationnel, c'était aussi une certaine révolution. United, fier de son achat, avait mis cet avion pour des vols de prestige. Donc le premier vol qui a été décidé, c'était une liaison directe de Chicago à New York. C'était l'executive flight. C'était un avion, donc une Caravelle, aménagé en 64 passagers, 4 passagers de front. Et c'était un avion qui, chaque soir, il y avait 2 avions, un qui décollait de New York, l'autre de Chicago, et qui faisait le vol sur cette ligne. Toujours plein, avec des gens qui avaient un service absolument spectaculaire, c'est-à-dire dans 1h30, ils avaient le repas, le cigare, enfin, c'était un vol à succès. Et l'avion a vraiment eu un très grand succès. Les Français ont leur manière bien à eux de régler les problèmes. Une approche basée sur l'astuce et la débrouillardise. Ils découvrent maintenant d'autres manières de travailler, tout aussi efficaces, sinon plus. Il faut dire aussi que la compagnie aérienne elle-même était très bien organisée. Nous avions chaque jour, le bureau d'études se situait à San Francisco. Chicago était la tête opérationnelle de l'avion et chaque jour, à 9h San Francisco, midi, heure de New York, nous avions une conférence technique qui permettait de relater tous les faits de la veille et de voir quelles étaient les conséquences. Ça, c'était vraiment nouveau. Et en ce qui me concerne, j'ai vraiment appris des tas de choses à ce contact. Car c'était des méthodes modernes d'exploitation d'avions que l'on ne connaissait pas encore dans l'Europe. Et puis alors sont arrivés les systèmes, les révisions de l'avion. Les révisions de l'avion s'effectuaient à San Francisco. En Europe, et pour des gens extrêmement qualifiés, la révision d'une Caravelle prenait entre 5 et 6 semaines. C'est-à-dire, au bout de 3000 heures d'exploitation, on révisait tous les systèmes de l'avion. United avait décidé de ne pas passer 5 à 6 semaines pour cette révision. Donc, lorsque le premier appareil est rentré à San Francisco, en fait, la première révision a demandé 5 semaines. Mais à la troisième révision, en 7 jours ouvrables, les gens effectuaient la révision complète. Ils travaillaient sur 3 équipes, 24 heures, et vous dire le sens de l'organisation qu'ils avaient déployé à ce genre de choses. Pour nous, c'était vraiment une expérience aussi. À la fin de 1960, les carnets de commandes totalisent 105 Caravelles pour des compagnies aériennes du monde entier. Sud Aviation, devenue aujourd'hui Aérospatiale, développe sans cesse de nouvelles versions améliorées pour couvrir au plus près les besoins du marché. Mais les quantités de fabrication sont limitées.
l'industrie française n'est pas encore pleinement adaptée aux exigences du marché de l'aviation civile. Pour mieux vendre la Caravelle, on tente de conclure des accords avec les puissants constructeurs américains. Mais cela va vite s'avérer une fausse bonne idée. Les constructeurs français n'ont effectivement aucune expérience des négociations dans ce domaine. Plus tard, ils deviendront experts à ce jeu, du moins en Europe. Sudaviation conclut d'abord un accord avec la Republic Aircraft Corporation, le constructeur des chasseurs F-84. Mais c'est un coup d'épée dans l'eau. De son côté, le constructeur de moteurs à réaction General Electric s'est vite intéressé à la Caravelle. Il souhaitait pouvoir l'équiper de son nouveau moteur, le CJ805-23 à double flux. Mais à l'époque, Sudaviation n'était pas intéressé. Les moteurs Rolls-Royce donnaient pleine satisfaction. On a donc trouvé plus habile de leur vendre un autre avion, le Santa Maria, à charge pour eux d'installer et d'essayer le nouveau moteur à leurs frais. Cette vente a été considérée à l'époque comme un succès, alors qu'en fait, c'était peut-être une erreur. Ainsi était perdue l'occasion d'une coopération qui aurait peut-être abouti à une plus grande diffusion de la Caravelle. Autre contact prometteur, dont les conséquences s'avéreront redoutables, l'accord signé avec Douglas. Il s'agit de distribuer la Caravelle aux États-Unis et en Amérique du Sud, avec éventuellement un accord de fabrication en cas de grosse commande. En échange, Sudaviation assurera l'entretien et la promotion des avions Douglas en Europe et dans les pays francophones. Incompréhension mutuelle ou jeu de dupes sournois, en tout cas cet accord finira par tourner court. Les Français ne parviennent pas à pénétrer réellement dans le grand marché de l'Amérique du Nord. Lors de sa tournée aux États-Unis, et une tournée que l'on peut qualifier de triomphante, l'appareil a attiré l'attention des compagnies aériennes américaines, ce qui a entraîné la commande en particulier de United Airlines, mais également des constructeurs américains, Boeing qui a sorti une Caravelle triréacteur et qui a donné le 727 5 ans plus tard, et 5 ans à nouveau plus tard, Douglas a repris la formule avec son DC-9. La Caravelle fait des émules, même en France. Dassault, en constructeur avisé, sort dès 1961 un avion d'affaires à réaction utilisant la même configuration que la Caravelle, le Mystère 20. Et elle commence à se heurter à la concurrence américaine, anglaise et même soviétique. En 1963, Boeing sort le modèle 727, qui reprend également le concept Caravelle avec des moteurs à l'arrière, 3 au lieu de 2, comme d'ailleurs le projet initial X210 de la Caravelle. Même les soviétiques sortent un concurrent, le Tupolev 104. Et Nikita Khrouchtchev, en visite à Paris, déclare avec sa malice légendaire qu'il est prêt à commander 12 Caravelles si le gouvernement français commande 12 Tupolev 104. Et ce qui devait arriver arrive. Douglas, qui pour son modèle DC-9 travaillait sur un quadri-réacteur un peu similaire au Boeing 720, sort en 1965 un modèle très inspiré de la Caravelle. Donald Douglas n'avait-il pas affirmé dès 1960, en pleine euphorie de coopération américano-française, le DC-9, c'est la Caravelle. L'importance de tous ces revers n'est pas vraiment perçue par les responsables français qui n'ont Dieu que pour les succès à l'exportation, au demeurant très réels, que rencontre la Caravelle. Elle se vend bien plus qu'on l'avait imaginé. Et on continue d'innover. En 1962, on essaie sur elle un système d'atterrissage automatique tout temps. Un autre succès qui va masquer les difficultés. Ce système, aujourd'hui monté sur tous les avions, représente à l'époque une innovation majeure. La compagnie Air Inter souhaite offrir un service aussi régulier que les trains. Les avions doivent pouvoir décoller et atterrir par n'importe quel temps. La devise d'Air Inter, c'était que ces avions arrivaient à l'heure comme les chemins de fer. C'était la raison pour laquelle déjà sur les Caravelle 3, ils avaient exigé l'atterrissage automatique. Et je pense que tu te rappelles, Jojo, qu'on avait quelques problèmes, même avec les pilotes d'Air France, qui, eux, n'étaient pas chauds pour ce système, puisqu'ils pensaient que ça leur piquait leur boulot, et que alors que ce n'était pas vrai du tout. Il n'y a plus un avion maintenant qui soit vendu sans être certifié atterrissage tout temps. Avec l'atterrissage tout temps, on le faisait d'abord par beau temps, forcément.
Et quand on a vu que tout ça tournait bien, qu'on était bien, on a fait l'atterrissage avec du temps bouché, quoi. Et ça se passait très bien. Et on se posait sans le voir. Et enfin, le sol, on le voyait, mais... Et ensuite, on l'a fait par des temps dégueulasses. Ça a été le premier avion certifié commercial. Les Américains l'avaient fait à titre de démonstration sur un avion, je ne sais plus quel type d'avion, et les Anglais le faisaient, eux, sur des avions militaires. Et nous, la société, c'était Sud Aviation à ce moment-là, qui était très, comment dirais-je, en avance sur son temps, elle a essayé de promouvoir ce système sur son avion du moment, c'est-à-dire sur la Caravelle. Et avec le constructeur de pilote automatique, Lear, le pilote automatique de base, ils lui ont demandé d'étudier un système d'atterrissage automatique. Ce qui a été fait, on en a fait les premiers essais sur un prototype, sur le prototype Caravelle d'ailleurs 01. C'était ceci en 61, je crois. 61. Et ça a donné relativement de bons résultats. Il y avait donc un pilote automatique fabriqué par l'américain Lear, Ziegler, avec un radioaltimètre qui était fabriqué, qui était mis au point pour ça par la maison TRT, qui était une petite boîte française qui se débrouillait très bien, qui d'ailleurs a fait sa notoriété avec les radioaltimètres. Il a fallu faire des milliers d'atterrissages pour en arriver là, en utilisant les systèmes de corrélation, etc. Tous les systèmes mathématiques ont d'ailleurs été mis modernes, ont été mis en jeu là-dessus. La Caravelle équipée du système automatique tout temps vole pour la première fois en septembre 1962. En plus, la Sud Aviation, ne voulant pas mettre à ce moment-là tous ses œufs dans le même panier, elle a pris un contrat avec la société Smith en Angleterre, qui elle avait des systèmes d'atterrissage automatique sur les bombardiers V, et elle était en train d'étudier un système triplex pour les tridents. Je me suis occupé de celui-là aussi. Je suis donc allé en Angleterre et on avait deux avions, une version 6R, c'est des versions de la Caravelle qui était équipée d'un système Sud-Lear, et une Caravelle 6N qui était équipée du système Smith. Puis moi je sautais de l'un à l'autre, je volais dans les deux, je me suis amusé comme un petit fou. Et comme le système Lear donnait satisfaction, l'autre était trop compliqué pour aller jusqu'au bout. Et le système Smith est un système triplex, de façon à ce que s'il y en a un qui tombe en panne, l'autre reprend la suite, et il y a quand même un moyen de comparaison sur les deux. Sur la Caravelle, c'est un système monoplex, dirons-nous, avec un système de sécurité il y avait un deuxième, un calculateur qui calculait la trajectoire à côté sans avoir d'action sur les commandes. Le système principal avait une action sur les commandes, et le système double, lui surveillait, et en cas d'écart dépassant une certaine valeur, venait d'allumer une loupiote rouge qui crachait à la figure du pilote et qui lui faisait reprendre en main à ce moment-là. Mais ce programme ne relance pas la Caravelle. Malgré les versions grandement améliorées, la dernière par exemple, la Caravelle 12, les ventes s'essoufflent. Les dernières Caravelles n'ont pourtant plus rien à voir avec les premières. La charge utile et la distance ont doublé. Le coût opérationnel a été réduit de 35%. Mais ce qui va vraiment sceller le sort de la Caravelle se joue ailleurs. La situation politique en Europe est complexe. Le marché commun modifie les rapports traditionnels entre les pays. La Grande-Bretagne, toujours étroitement liée au Commonwealth, ne tient pas à entrer dans la communauté européenne. Il faut donc nouer d'autres types de liens entre la France et l'Angleterre. Dès 1962, les deux pays entament des pourparlers sur le développement en commun d'un avion de transport supersonique. Et la Caravelle en subit le contre-coup. Les pouvoirs publics français ne sont pas en mesure de financer deux gros programmes aéronautiques simultanément. Tout va être sacrifié au développement du futur Concorde. Le lancement du programme supersonique
Super Caravelle, qui donc devient ultérieurement Concorde, a empêché le développement de versions plus évoluées de la Caravelle, ce qui a permis à Douglas et à Boeing de s'engouffrer dans ce marché et remporter une grande partie du marché international. La France et la Grande-Bretagne, accaparées par leur programme supersonique, ont en partie négligé ce secteur et sont revenus par la suite avec des appareils Airbus. Les constructeurs français ne sont pas inquiets. Ils comptent bien rejouer le coup brillant de la Caravelle en sautant une fois de plus une étape. À l'époque, l'idée peut paraître séduisante, d'autant plus que la Caravelle n'a pas démérité. Mais c'est précisément ce qui va signer l'arrêt de mort de l'appareil. Sans aucun moyen financier pour développer de nouvelles versions plus appropriées pour le marché, comme le font Boeing et Douglas, la Caravelle est rapidement distancée dès le début des années 70. Les concurrents s'adaptent chaque jour davantage aux besoins des opérateurs. Et chaque nouvel avion qui sort réduit inexorablement l'avantage de la Caravelle. La Caravelle 12, la dernière à être produite, effectue son premier vol en mars 1971. Sterling et Air Inter en seront donc les derniers acheteurs. En mars 1973, la chaîne de production s'arrête. L'appareil est arrivé trop tard et certaines modifications, comme une soute à bagages plus appropriée ou une voilure plus moderne, n'ont pu être exécutées. En tout, 289 Caravelles furent construites dans les usines de Toulouse. Une réussite incontestable pour une industrie aéronautique française ressuscitée. Et si l'avion ne fut pas à proprement parler un succès financier, c'est avant tout par manque de moyens financiers justement. Car Boeing vendra 1800 727 et Douglas près de 1000 DC-9 et récupéreront ainsi beaucoup plus que leur mise de départ. Le centre d'essai en vol a utilisé la Caravelle jusque récemment encore pour créer de la microgravité, c'est-à-dire pour reproduire des situations de quasi-apesanteur. Malgré les difficultés et les dures leçons de la réalité économique, la Caravelle ne fut en aucun cas un échec. Au contraire, après avoir permis à l'industrie aéronautique de regagner sa place en se hissant à un niveau international, elle a servi à l'apprentissage de l'exportation. Et l'exploitation internationale de l'appareil a constitué pour l'aéronautique française un atout incontestable. En regardant un peu donc ce passé, la Caravelle et ces avions qui maintenant, ces avions français qui volent un peu partout, le 320, 330, 340. D'abord, bien sûr, les changements ont été importants. Ce n'est plus un produit français, mais un produit européen. Donc, avec de Caravelle, produit français, nous sommes passés à une coopération internationale avec Concorde, les Anglais, et puis une grande coopération internationale avec Airbus. Là aussi, il a fallu travailler, mais il n'en demeure pas moins que toutes les méthodes que l'on a actuellement pour l'entraînement, par exemple, elles ont été inspirées de ce qu'on a pu apprendre et connaître à l'époque, c'est-à-dire de Caravelle. Et pour le support après-vente, bien sûr, c'est toujours les mêmes standards qui ont été améliorés, mais qui ont été définis et travaillés à l'époque de Caravelle. Et tout ceci, c'est grâce, si nous en sommes actuellement, si nous avons un produit de qualité, de très grande qualité, c'est bien grâce à Caravelle. Le Concorde a également bénéficié du savoir-faire industriel développé pendant les années de l'aventure Caravelle. Quant au programme européen Airbus, il n'aurait sans doute pas été possible, sans l'expérience acquise par l'aérospatiale, d'organiser l'assemblage final des appareils à Toulouse. La Caravelle restera à tout jamais un symbole des années 60 et une certaine signature française en matière d'élégance dans l'industrie aéronautique. Elle aura aussi effectué une des carrières les plus longues dans l'aviation civile. Et s'il ne reste plus qu'une Caravelle en service en France, celle du CEV qui se pose ici à Bretigny, les opérations commerciales liées à cet avion n'ont vraiment cessé en France que très récemment.
Et 40 ans après le vol du premier prototype, une vingtaine d'exemplaires continuent à assurer leurs bons et loyaux services aux quatre coins de la planète.